Et le tournage est terminé. Ah, je suis impatient d'en voir enfin le résultat. Tu as vu ce moment incroyable où... Oui, et d'ailleurs c'était juste après ce moment inoubliable qui... Attends, t'as pas entendu quelque chose? Je crois bien que... Tu veux pas aller voir? Moi? Vraiment? Bon bah après tout, qu'est-ce que je risque? Wow. Attends, Chris, c'est toi? Sérieusement joueur, rassure-moi, est-ce que tu m'as doté de la possibilité d'uriner? Chris, qu'est-ce que tu fais là? Oh. Eh bien, j'avoue que sans le contexte, vous allez avoir du mal à suivre. Chris est un ado qui habite dans le voisinage. Il aime beaucoup les jeux vidéo et de fait vient souvent me parler. Il y a quelques semaines, il est venu me raconter la séparation de ses parents. Chose assez difficile à accepter pour un enfant. Je ne suis pas vraiment un expert en sentiments, mais par contre, cette histoire me rappelait l'un de mes jeux qui se prêtait tout à fait à la situation. It Takes Two est un type de jeu qui revient grandement à la mode ces derniers temps, à savoir les jeux coopératifs auxquels on ne peut jouer sans partenaire de jeu. Mathieu et moi l'avons découvert un peu par hasard, et quelle découverte ce fut. Oui, car il faut avouer qu'apporter un équilibre dans ce type de jeu n'est vraiment pas évident, et l'aventure qui nous est proposée là, en plus d'être poétique et onirique, est une expérience à ne pas manquer. It Takes Two nous raconte l'histoire d'une famille américaine traditionnelle où Michel et Micheline ne se supportent plus du tout. Oui, vous connaissez la chanson, l'amour est beau, l'amour est fort, mais au bout d'un certain temps, sans une maintenance à la hauteur, il devient de plus en plus fade et gris. Mais au milieu de ce couple qui ne se supporte plus, il y a un enfant, Rose, qui, apprenant la nouvelle du divorce à venir de ses parents, prend pas très bien les choses. Et elle alla pleurer dans sa chambre. Réaction tout à fait normale. Eh bien non, tu te trompes, parce que Rose est en fait une véritable sorcière vaudou en herbe. Attends quoi? Oui, elle ira se réfugier dans le cabanon du jardin, priant un livre d'amourologie, afin que ses parents redeviennent amis et ne se séparent plus jamais. C'est désespéré, mais même un robot sans cœur comme moi peut comprendre. Et ça marche. Attends quoi? Grâce à la magie de l'enfance, les deux protagonistes se réveillent un peu plus tard dans la peau de ces poupées à leur effigie conçues par Rose. Ouais, ça doit être un choc. Mais ils n'auront pas le temps de respirer puisque le livre d'amourologie aussi a pris vie et explique à nos chers amis qu'il est là pour réparer leur relation. Et comme les parents ont une logique à toute épreuve, ils voient Rose par la fenêtre et se disent qu'elle doit savoir quelque chose. Du coup, ils s'empressent d'aller la rejoindre. C'est ici que débute notre aventure. Chaque joueur incarne l'un des parents et vont devoir coopérer afin d'évoluer dans l'intrigue pour pouvoir aider nos personnages à redevenir humains. Et au début, bien que ce soit beau et sympathique à parcourir, on se rend compte que c'est assez classique. On évolue sans savoir vraiment à quoi s'attendre, mais c'est fluide et sympathique. Ce premier niveau va nous apprendre les bases. Se déplacer, sauter, se ruer, s'agripper, faire des sauts muraux et surtout coopérer. En effet, dans ce décor gigantesque, il est très courant que l'un des personnages doive prendre un chemin spécifique ou prendre en main un élément pour permettre à son comparse de progresser. Bien diriger un tube d'aspiration par exemple pour propulser son comparse au bon endroit ou activer des interrupteurs au bon moment. Bon, forcément, si on est roleplay, les deux personnages ne se supportent plus. Alors ça donne parfois lieu à des situations amusantes. Allez, fais-moi confiance, ça va aller. Bon d'accord, c'est bon, tu peux y aller. Je ne jouerai jamais avec toi à ce genre de jeu. Pour encourager cet aspect trahison, nos vies sont illimitées. Et si l'on meurt, on réapparaît de suite. YOLO! Mais lors de certaines séquences, on pourra perdre la partie, et retourner au dernier checkpoint si l'un des deux personnages meurt alors que le premier n'a pas réapparu. Bon, je l'ai dit, pour l'instant on a l'impression de jouer à un platformer classique, avec un intérêt porté sur la dimension coop. Mais le jeu nous introduit déjà 3 constantes qui font bien plaisir. La première, c'est qu'objectivement, enfant, on a tous eu ce que j'appelle le délire Toy Story. On a déjà imaginé que nos petits jouets étaient en mesure de vivre des aventures dans notre logis en notre absence. Et ce délire de gosse, on le vit en direct. On découvre cet environnement gigantesque par les yeux d'un mini-pouce et les éléments de notre environnement prennent vie. Comme cet aspirateur qui en veut à Michel de ne pas l'avoir réparé. Et qui du coup, va lui mener la vie dure. Quoi? Ce qui me surprend, c'est que tu t'es jamais dit que tu étais le seul à avoir des délires de ce genre. Non. Enfin, je crois pas. Tu crois toi? Oh ben, je l'ai mis mal à l'aise. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de délire. La deuxième constante, c'est les dialogues de nos personnages. Tout au long de notre progression, Michel et Micheline discutent en s'insultant plus qu'autre chose, mais des insultes cohérentes avec ce qui se passe à l'écran, et ça, c'est plutôt marrant. La dernière constante est le fait que même si la progression est relativement linéaire, la fluidité de nos mouvements nous donne un vrai sentiment de liberté. On ne fait pas qu'avancer de plateforme en plateforme en explorant et trouvant le bon chemin. Non. On avance, résout des énigmes, coopère et même parfois on danse les cheveux dans le vent.
Les énigmes sont d'ailleurs assez bien pensées, et on s'amuse vraiment bien. Pour autant, je vous assure que le jeu est loin de nous avoir dévoilé son vrai potentiel. La première partie de notre aventure consiste à rejoindre Rose, et à chaque étape passée, on va affronter un boss, qui pour la plupart sont assez sympathiques et nécessitent aussi de la coopération. Par exemple, lorsque l'on affronte ensemble l'aspirateur que Michel a oublié de réparer, eh bien il faudra d'abord esquiver ses projectiles, puis il faut que Micheline aille diriger le tuyau d'aspiration vers sa tête, pendant que Michel y envoie des projectiles. Astucieux. Et sadique aussi, parce qu'à la fin de l'affrontement, on martèlera sa manette afin de forcer l'Aspiro à aspirer ses propres yeux. Oh bordel, 10 joueurs. C'est une machine lui aussi, n'est-ce pas? Oui, je crois. Vengeance! Mais c'est à partir du deuxième niveau qu'on va comprendre ce que représente réellement It Takes Two. Car oui, dès le second niveau, Mister Amorologie dote Michel d'un clou et Micheline d'un marteau. Et ainsi, désormais, chacun aura une compétence différente. Michel pourra lancer des clous sur les parois pour bloquer les éléments ou créer des passages, ou bien même clouer Madame au sol. Et de fait, Micheline, avec son marteau, pourra laisser parler sa rage. Un clou et un marteau. C'est ça que représente le jeu? Non, bien sûr que non, c'est la diversité dans le gameplay. Comme je l'ai dit, le parcours vers Rose va nous faire passer par plusieurs étapes, et chacune de ces étapes va posséder sa propre particularité. Régulièrement, c'est notre fameux Book of Love qui va nous donner des compétences différentes. C'est parfois un simple objet, comme le lasso qui nous permet de progresser dans les airs et de s'agripper aux éléments, les bottes qui vont nous permettre d'effectuer nos meilleures glissades, donnant lieu à des séquences d'action incroyables, mais aussi le hand spinner qui va nous permettre de planer et de jouer au bouffon vert. Mais la plupart des objets que l'on va recevoir va nous donner des compétences propres à notre personnage, comme les clous et le marteau d'ailleurs. Dans une séquence, on a par exemple Michel qui obtient un flingue à nectar explosif. Say hello to my lady. Non, censé, tout le monde s'est déjà lassé de ça. Tandis que Micheline va avoir un projectile qui permet de faire exploser ce même nectar. Lors d'une autre séquence, Michel va pouvoir devenir énorme pendant que Micheline va pouvoir devenir très petite pour accéder à des endroits exigus, ou bien tout simplement être un projectile incroyablement qualitatif. Mais parfois, c'est carrément le gameplay qui va vriller. En effet, d'une séquence à l'autre, notre manière de jouer peut être complètement différente, comme celle-ci où il faudra s'échapper de la base des écureuils en pilotant un avion, pendant que Micheline tire sur les ennemis ou bien va carrément se battre contre un écureuil sur les ailes de l'engin à la manière d'un jeu de combat en 2D. Ou encore cette séquence dans le château de la chambre de Rose, où le jeu se transforme en hack and slash en vue de dessus, comme pour lancer un hommage au célébrissime Diablo. Et en plus, le jeu fait ça bien. Ces séquences sont réellement palpitantes, et là où on pourrait croire que le jeu change de gameplay juste pour être original, on se prend au contraire vraiment au jeu, et on y prend beaucoup de plaisir. Cette diversité est appuyée par de nombreuses interactions possibles avec des éléments du décor, donnant au jeu presque un aspect bac à sable. C'est un jeu qui est déjà très drôle, mais ces éléments de gameplay donnent aussi lieu à des situations très comiques. On a aussi des mini-jeux qui ponctuent notre aventure, où les joueurs vont pouvoir s'affronter, ce qui apporte encore plus à l'expérience. Bien sûr, le jeu étant assez récent, je ne vais pas tout dévoiler pour vous laisser le plaisir de la découverte. Pour autant, il y a certains points que je ne peux pas omettre. Déjà, l'un des points forts du jeu, c'est ses environnements. Ceux-ci, en plus d'être magnifiques, sont très bien amenés. Et on a vraiment cette sensation de gigantisme lorsque l'on progresse au sein de ces niveaux. Mais ce n'est pas tout. Si l'on a des niveaux très terre à terre, comme une cabane à outils, une remise ou le jardin, certains font réellement rêver et sortent complètement du lot en nous entraînant dans l'espace, une ville médiévale ou encore un véritable parc d'attractions pour enfants. Ma zone préférée étant la chambre de Rose où chacun des univers de jeu de la petite sont bien représentés. Le deuxième point fort, c'est bien évidemment son scénario et l'évolution de nos personnages. En effet, si les bases sont bien posées au début du jeu, nos protagonistes vont apprendre à évoluer ensemble tout au long de notre aventure, apportant des moments de dispute, de partage mais aussi de tendresse. Et ça marche plutôt bien. On s'identifie réellement aux deux personnages, le jeu donnant lieu à des situations vraiment prenantes et non dénuées d'émotions. Par exemple, lors de notre aventure, Michel et Micheline découvrent que pour rompre un mauvais sort, il faut des larmes de celle qui l'a lancé. Alors, ils trouvent l'idée particulièrement bonne d'aller casser son jouet préféré, qui dans le lore de l'histoire est bien évidemment la reine de la chambre. Et quand on finit par l'atteindre, cet éléphant toute mignonne et gentille qu'on devra détruire ne nous laisse pas indifférents, donnant lieu à une scène en QTE qui est loin de nous laisser l'estomac tranquille. Don't tell us that!
Joueur, c'est normal que j'ai l'impression d'avoir les circuits qui se replient sur eux-mêmes. C'est super ça, 107, tu découvres la compassion. C'est horrible, tu veux dire. Attends, redémarrage en cours. Je suis un robot. Vengeance! Ouais, cette aventure n'est ni dénuée d'émotions ni de scènes d'action. Les boss sont d'ailleurs pour la plupart très bien pensés et ne sont pas dénués de difficultés. Mention spéciale pour l'affrontement sur rail de la guêpe géante, l'aspect complètement die and retry de la boîte à outils qui va vraiment nous pousser dans nos derniers retranchements, ou encore l'affrontement contre le singe astronaute qui n'est pas sans rappeler quelques boss d'un certain Mario Galaxy. Et bien qu'il y ait peut-être quelques longueurs dans la deuxième partie de l'histoire, elle n'en est pas moins prenante et nous donne l'assurance d'une véritable expérience vidéoludique à part. Et c'est bien sûr ce qui m'a fait penser que ça aiderait Chris dans son problème. Bon écoute, désolé, je t'ai donné de faux espoirs, mais il faut te rendre à l'évidence. Après tout, c'est qu'un jeu vidéo. Ils ont même pas voulu y toucher. Ouais, ça m'étonne pas vraiment en fait. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut malheureusement pas changer. D'ailleurs, quand on essaie, dans ce genre de cas, on fait souvent pire que mieux. Mais essaie de garder le sourire quand même. Les souvenirs que tu as, eux, ne s'en iront pas. Et dans tous les cas, ce n'est pas parce qu'ils se séparent que tes parents ne t'aiment pas, tu sais. Ouais, c'est vrai que... Tu me promets d'essayer au moins? Ouais, je crois. En tout cas, merci joueur. T'auras essayé. La prochaine fois qu'on se verra, tu me raconteras comment t'as fait pour pousser le camion à Carmin-sur-Mer. Ouais, bien évidemment. Allez, salut, à bientôt. Quelle hypocrisie quand même. Hein? Monsieur joueur qui donne des conseils sur les relations entre humains alors qu'il est tellement mauvais pour ça qu'il a dû se fabriquer un robot pour ne plus être seul. Tu fais un peu pitié quand même. Et toi, t'as un gros nez. Allez, 107. On a un épisode à terminer. Non mais sérieusement, tu voudrais pas trouver une madame joueur? Elle s'appellerait joueuse, ferait des cookies parce qu'elle sait se servir d'infos. Elle pourrait rejoindre la chronique aussi, comme ça j'aurais quelqu'un d'autre à qui sortir des vacheries. Et elle parlerait chinois. Et...